Amélie Doutremont, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est par le biais de ces écrans auxquels nous sommes dorénavant habitués et depuis quelques mois déjà, ce qui ne vous empêche pas de lancer la 11e saison des Matins Philo. Alors avant d'aborder le programme de cette saison, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce qui vous a conduit à créer il y a 10 ans ces rendez-vous de philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre parcours personnel, professionnel, qui tout d'un coup a suscité chez vous cette idée, tiens, on va créer un rendez-vous philosophique régulier? Alors c'est un choc, le choc d'avoir dû quitter, parce que c'était obligatoire, le boulot que je faisais avant qui était de diriger et de présider le mécénat d'entreprise, de Fortis, du groupe Fortis en Belgique. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'avais créé au sein de Fortis en Belgique. Ça s'appelait, Fortis Foundation Belgium parce qu'il fallait bien, le faire en anglais pour que tout le monde comprenne. Et donc c'était, créer le mécénat d'entreprise, ce qui était plus ou moins à la mode à cette époque-là, mais pas tellement. Et donc j'avais, créé une fondation privée au sein du groupe Fortis, c'est-à-dire assurance, banque et tout le groupe, heu, belge, qui avait pour but essentiellement de s'occuper de, financer des projets, de lutte contre l'exclusion sociale, dans 3 domaines différents qui étaient les enfants, les jeunes et la solidarité entre les générations et ça allait bien avec l'assurance, enfin bon, voilà. Et j'ai travaillé là pendant 15 ans et pendant 15 ans, j'ai adoré ce travail qui était un travail, très nourrissant, très merveilleux. Chaque fois que rencontrer une association qui se donne autant de mal est toujours passionnant. Et donc, quand, BNP Paribas et la crise est arrivée, je suis partie avec l'eau du bain. Et donc j'ai eu un choc parce que vraiment je m'y attendais pas. Mm. Je m'attendais pas à ce que BNP, ne veuille pas laisser à la Belgique le soin de s'occuper des siens. Je m'attendais à ce que je doive modifier certaines choses, mais pas qu'on me remplace mini militari par une dame que je connaissais d'ailleurs très bien, avec qui j'avais beaucoup collaboré à Paris. Donc je comprenais pas très bien ce qui m'arrivait et donc je me suis retrouvée, effectivement du jour au lendemain, pas très préparée, à être, retournée à une vie d'avant le travail. Je comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et il se fait que quelque temps plus tard, j'ai des amis qui, allaient très souvent au mardi de la philo à Paris. Et ces mardis de la philo de Paris avaient été créés, 20 ans avant, par, une dame, qui avait à peu près mon profil et qui, 20 ans plus tard, avait 350 personnes tous les mardis, à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, en face, dans un lieu assez improbable. Et il y avait donc, 350 personnes piquées sur des chaises, qui écoutaient religieusement des philosophes leur parler, avec une formule que je trouvais assez intéressante qui était les cycles de 6 conférences. Et donc je me suis dit: «Mais» alors j'ai passé un week-end avec ces gens-là par hasard parce que c'est chez des amis, avec 2 philosophes, hem et qui était absolument passionnant. On a passé 2 week-ends à la montagne, en plein soleil, par un temps de rêve et on est resté assis, dans un salon, enfermés pendant, tout un week-end à écouter, à écrire, à noter, à échanger et cetera. Je me suis dit: «Mais c'est fantastique, ça n'existe absolument pas à Bruxelles». Et donc j'ai dit à la dame en question, «Est-ce que vous voulez pas venir, créer ça à Bruxelles? Parce qu'il y a rien». Elle m'a dit: «Non, non, faites-le vous-même». Et donc je l'ai fait. Mais j'avais fait, passer un bac philo avant, j'étais intéressée par la philosophie bien sûr, mais vous pouvez pas tout faire à la fois, ce qui fait qu'il y a un moment donné où j'avais pas plus assez de temps. Lire la philosophie et les philosophes, ça demande une certaine concentration et pour ne pas dire une concentration certaine et donc d'une manière ou d'une autre, j'avais jamais le temps de faire exactement ce que je voulais et là, je me suis dit: «Pourquoi pas? Allons-y». Tout le monde m'a traitée un peu de folle, du style d'utopiste, hein, voilà. La Belgique et la philosophie, c'était pas ce qui était le plus, évident. Le Belge n'est pas très philosophe de nature
il ne l'est pas non C'est plus. ce que les Parisiens vous disaient, ou c'est ce que vos amis Non, pas parisiens vous tellement. disaient, Non, ou les c'est un Parisiens ne se constat que vous permettraient pas de dire ça, mais c'est vrai, il n'y a pas d'études proprement dites de philosophie. On n'apprend pas la philosophie en secondaire. Enfin, ça, tout le monde le sait. Et en plus, personne ne connaît les philosophes belges. Enfin, je veux dire, à cette époque-là, il y a 10 ans, heu, si on pouvait citer Guy Archer, je crois que c'était à peu près le seul qui avait réussi à passer les murs de son université et qui était parfois interviewé à la radio. Pour le reste, ce ne sont pas des stars, ce ne sont pas des gens médiatisés comme en France, et surtout à Paris, et même partout en France. Le français étudie la philosophie vraiment. Je pense que dans les grandes écoles, évidemment pour le bac aussi, mais dans les grandes écoles, c'est une option, enfin c'est vraiment, ça fait partie de l'enseignement général, de la réflexion, d'être un adulte. Je pense qu'on doit aussi être un philosophe. Tandis qu'en Belgique, on est plutôt un commerçant. C'est pas très bien, les débats, on n'aime pas trop. Ne pas être d'accord avec son voisin, on n'aime pas trop. Enfin bref, voilà. disiez que la Donc on dame, m'a dit que j'étais. vous disiez que la dame qui à Paris Pardon? avait créé ça, vous disiez que la dame qui à Paris a créé, ces cafés philo, ou Les matins. ces mardis de la philo, avait le même profil que vous. Est-ce que vous vous référez au fait Avec qu'elle avait quitté son travail, ou est-ce qu'il Oui, y a oui, un profil? oui, oui, tout à fait. Elle avait dirigé une boîte de com, et de relations publiques. Elle n'était pas philosophe par elle-même. Et donc elle a créé ce projet avec son frère d'ailleurs et elle a créé le modèle aussi parce que, des cycles de 6 conférences, et à Paris ça commence à 9h30, ça finit à 5h30. Donc c'est toute la journée, et c'est donc à peu près, 4 philosophes le matin et 3 l'après-midi, je pense. Ça fait donc 7 philosophes qui se suivent, et qui parlent une fois tous les 2 mardis. Enfin, c'est une formule assez compliquée à comprendre par oral, mais une fois que vous le voyez sur un calendrier, ça va. Alors je me suis dit qu'à Bruxelles, il fallait alléger la chose et ne pas, infliger une journée entière. Je pensais pas que ça, parce qu'à Paris, les gens sont très disciplinés, ils restent toute la journée. Bon, et quand à Paris, vous avez quelque chose à faire, vous ne faites pas 10 choses, tandis qu'à Bruxelles, vous pouvez faire 10 choses sans aucun problème. Donc j'avais plein de problèmes à régler qui étaient d'adapter cette formule au mode d'emploi et à la vie quotidienne des Bruxellois. À Et les l'époque, Bruxellois, c'était évidemment. aussi, à l'époque de la création des mardis philo par cette personne, c'était aussi une époque où la mode était au café philo, à ces Oui, rencontres entre des personnes qui, à partir d'une oui, thématique, débattaient entre elles. Vous n'avez oui. pas pensé à cette hypothèse-là dans votre... Non, parce que c'est très vite, je ne sais pas ce qu'on retient de ce qu'on entend au café philo. Par contre, je sais ce qu'on retient en allant au matin philo, où là, enfin, ça s'appelle maintenant les matins parce qu'on a dû changer de nom. Ça s'appelait les mardis philo au point de BE en Belgique avant. Je crois qu'on retient quand même beaucoup plus. On est vraiment, dans l'approfondissement d'un sujet, quand même, 6 conférences sur un même sujet, c'est presque un livre, et donc Au ça début, est-ce que, si on refait l'histoire maintenant, la première année des matins philo, qui ne s'appelaient ouais, pas les matins philo à l'époque, mais enfin, la ouais. première année, si vous deviez comparer la première année à celle que vous préparez pour cette rentrée-ci, pour la 11e saison, quelles sont les grandes différences, et dans le public, et dans la manière de raconter, de dire la philo? Alors, je crois que les premiers étonnés par, cette formule étaient les philosophes, les orateurs eux-mêmes, parce que jamais ils n'avaient pu, en Belgique en tout cas, trouver un lieu où s'exprimer, pendant si longtemps, en face d'un public, pas captif, un public, aléatoire. C'était pas des étudiants, c'était pas des gens qui étaient obligés de rester là, et oui, ils payaient, mais enfin bon, et justement, s'ils en avaient marre, ils partaient. Donc ça, c'était déjà ça, c'était très, 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 c'était un vrai choc pour les philosophes, et qui étaient pas du tout confortables au départ, à l'idée de parler en face d'adultes consentants, qui ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vus avant, enfin bon, voilà. Alors la différence, c'est que maintenant, il y a quand même beaucoup plus de monde qu'avant.
même si j'ai eu la chance d'avoir quand même une quarantaine de personnes dès le départ, donc ce qui n'était pas si mal que ça. Les philosophes eux-mêmes, maintenant, sont très aguerris, de la chose et connaissent bien la formule. Ils sont très contents de venir, vraiment très contents. Ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir, ça fait du bien à tout le monde et surtout ça leur ouvre des champs, de perspectives et d'études et de pensée qu'ils n'auraient peut-être pas, fait de la même manière, en restant enfermés dans leur, université vu que le programme est établi et que, c'est rare de pouvoir l'inventer tous les ans. Donc ils ne peuvent pas. Tandis que là, certains sont revenus 6 à 7 fois et chaque fois ils ont, abordé un sujet différent et un sujet 6 fois. Donc c'est pas c'est du boulot. Je veux dire, c'est un gros boulot. Est-ce que le fait d'être sur une scène de théâtre, parce que j'ai assisté à l'une ou l'autre Oui, oui, des représentations, est-ce que le fait pour eux, j'imagine que vous bavardez avec eux, que vous faites des débriefings des séances, oui. est-ce que le fait de se trouver sur un théâtre qui est un théâtre à l'ancienne, le théâtre du Vaudeville, qui est un très beau théâtre, et de se trouver devant un public, comme vous dites, d'adultes consentants, donc ils n'ont pas été forcés de venir là, qui sont Non. pas captifs comme des étudiants, est-ce que cette dimension-là donne une théâtralité à la leçon de philosophie? Alors moi, je pensais que ça allait un peu les intimider parce que c'était pas si facile que ça d'être sur une scène de théâtre. Alors, la raison pour laquelle j'ai choisi le théâtre du Vaudeville, ça, je vais quand même vous la raconter parce qu'elle est assez amusante. Je me suis dit: «C'est un projet français, je vais les belgifier». Alors comment belgifier quelque chose en de France en Belgique? C'est en y introduisant de l'humour. Donc le théâtre du Vaudeville, ça me paraissait très bien, déjà ça. Alors en plus, j'ai assez vite obtenu le théâtre du Vaudeville parce que c'est un théâtre privé et qu'il appartient, à une entreprise privée. Donc d'une manière ou d'une autre, on s'est mis d'accord sur un prix et puis voilà. Et comme ce n'est pas un théâtre qui a une programmation, il est on l'a privatisé les mardis matins, pendant 6 mois. Alors, est-ce que ça ils sont assez impressionnés, mais ils s'y habituent, assez vite et c'est très agréable d'être sur cette scène et de regarder ce public assis devant soi. Parce qu'on a vraiment des gens qui vous écoutent et on le sent. Il y en a un peu qui dorment, mais pas beaucoup. De temps en temps, vers 11h15, 11h30, ils sont un peu fatigués d'écouter, mais ça fait rien. Et les gens sont bien assis, ils sont confortablement assis, ça aussi c'est formidable. Et alors, moi, au fond, on a commencé avec Pascal Chabot, entre autres, qui était un des premiers orateurs et qui lui est venu 2 fois la première année, donc le premier trimestre et le second. Et lui, vraiment, cette scène lui a permis, et on le sent encore aujourd'hui, il marche, il arpente la scène et il pense en arpentant. Vraiment, il fait comme Jean-Jacques Rousseau, il marche en pensant. Et on le voit et c'est très souvent comme ça que les orateurs s'installent sur cette scène, ce qui n'est pas tellement facile pour les micros, mais enfin bon, ça, de temps en temps, il faut qu'on fasse un peu d'adaptation et d'autant plus que maintenant on fait des podcasts. Mais bon, ils ont l'air heureux, honnêtement. Ils ont l'air bien, ils ont l'air heureux et ils n'ont pas tellement envie que je trouve une autre salle. Alors on a une autre salle quand il y a une programmation qui nous déloge, qui appartient au même groupe privé et qui est sur la Grand Place et qui là est une salle de séminaire plus classique sur la Grand Place, mais la Grand Place est déjà tellement prestigieux que c'est quand même, c'est pas une vraie déchéance. Mais Alors, là, ils- alors on a parlé de la salle, j'aimerais qu'on parle un peu du choix des philosophes au fil des années. J'imagine que maintenant on se bat quand on est philosophe pour venir au matin philo. on ne se bat pas, mais on dit très vite oui. Ouais. Je sais pas, parce que je les ai jamais vus se battre, mais, Oui, oui, non, on dit c'était très une vite oui, image. c'est-à-dire que c'est facile de de chercher, de trouver des philosophes dont on entend parler. Alors le petit groupe du début était un petit groupe plutôt de copains, qui se sont cooptés les uns les autres. Moi, je connaissais Guy Archer, je connaissais un peu Pascal Chabot, je connaissais légèrement Michel Dupuis, mais pas beaucoup de monde et pas très de manière très approfondie.
Hem, oui, je connaissais, un certain nombre, mais ceux-là, par exemple, Philippe Van Parijs, je le connaissais bien, mais lui, il n'est jamais venu parce qu'il a jamais eu le temps. Donc i ça a été beaucoup du bouche à oreille et essentiellement du bouche à oreille. Et puis chacun des philosophes a cherché d'autres philosophes et moi, ce que je fais principalement, c'est empêcher qu'on s'installe dans un groupe de gens, dans une communauté Mmh. et que cette communauté-là, elle elle n'apparaît pas comme étant dominante, dans une saison ou dans une autre. Le seul problème sur lequel je dois vraiment me battre, c'est de ne pas avoir que des hommes. Et donc, je dois aussi chercher des femmes, ce qui est moins facile, mais qui devient de plus en plus facile. En tout cas, voilà, là, il y a des jeunes qui arrivent, qui n'ont jamais parlé qu'au Matin Philo, donc c'est bien. Mais c'est surtout faire une transversalité entre toutes les universités et toutes les tendances. Ça, je crois que c'est essentiel et c'est unique. Donc, il y a des choses uniques comme ça qu'on doit garder à long terme. Et c'est d'ailleurs dans le principe que vous annoncez, c'est de ne pas être dans une école ou ne pas être dans une tendance philosophique ou idéologique. Alors on Alors, a parlé, pardon, ce qui a changé, juste parce que vous m'avez posé une question sur le changement, c'est surtout ça, c'est que les philosophes traitent beaucoup plus volontiers maintenant les saisons d'actualité, les saisons, les les sujets. sujets d'actualité qu'avant. Avant, Alors on ils a parlé, attendaient sur leur contenu. ouais. Alors on a parlé du lieu, on a parlé des acteurs, il y a parmi les autres protagonistes, il y a le public. Comment a-t-il évolué? Si ces séances ont lieu le mardi matin, j'imagine que ce peut être soit des étudiants, soit des personnes à la retraite, soit des adultes qui prennent congé pour venir assister à ces séances. Les 3, les 3, mais principalement, c'est clair, les gens qui ont un peu plus de temps et qui tout à coup, avec le temps qu'ils ont, ils ont envie d'en profiter pour faire des choses qu'ils n'auraient pas fait avant, mais ça n'empêche pas qu'ils aillent éventuellement à l'université des aînés ou aussi, et à la connaissance au billes, enfin il y a pas mal de possibilités. Mais nous avons un groupe de fidèles abonnés depuis maintenant, 8 ans, qui sont, constants et qui est un bloc d'une quarantaine de personnes qui restent là, qui viennent chaque fois, qui ne s'en vont pas, sauf il y en a un ou 2 un peu plus âgés. Alors les étudiants, ça c'est assez aléatoire parce que ça dépend un peu des sujets, essentiellement. Et puis on a eu des avocats, des photographes, voilà, des gens qui ont envie d'un sujet ou d'un autre. Ceux-là viennent rarement toute l'année, enfin toute la saison. Oui, voilà, aujourd'hui on est 120-130, hem, ça change quand même pas mal. Là, on a fait des campagnes dans le soir et puis dans la Ligue Belgique, on ne peut pas faire les 2 à la fois, donc il faut qu'on alterne. Et le public change aussi avec l'orateur, le sujet, heu, voilà. C'est très difficile à définir vraiment. Alors en 2020, comme toutes les organisations culturelles ou à vocation de prester des séances publiques, vous avez été confinés. Ça vous a permis de réfléchir à d'autres modes de diffusion des mardis, ce qui finalement des mardis, des matins philo, pardon. Je suis toujours avec Oui, oui, mais je comprends très les à fait. matins philo. Et donc, est-ce que ça change la manière de fonctionner pour les philosophes de savoir qu'il y aura une trace plus permanente sur Internet ou dans les podcasts? Alors, ça a été un peu acrobatique au départ, mais on a été obligés de s'adapter, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est une très bonne chose parce que ça nous a permis de développer des podcasts que nous n'avions pas du tout développés auparavant. Donc, aujourd'hui, on a commencé par faire du live et puis on a fait du live chez moi parce que voilà, je n'arrivais pas à trouver une salle à louer, ça n'existait plus. Et puis on a arrêté le live chez moi parce que comme je vous ai dit, la connexion était très mauvaise. Et donc on n'a pas pu filmer, mais on n'a pas pu faire live, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas en direct regarder l'orateur.
Mais on a fait des podcasts qu'on filme et qu'on enregistre et qu'on diffuse, et les gens les regardent ou les écoutent à l'heure qui leur convient. Alors, est-ce qu'ils ont aimé? Pas aimé. Ils ont été très chouettes, mais d'abord, ils étaient à l'université, donc ils ont dû faire ça avec leurs étudiants aussi. Donc eux, c'était sans doute ceux qui étaient le plus, aguerris à ce genre d'exercice. Il y en a certains qui ont fait ça chez eux, à partir de chez eux, d'autres se sont déplacés, chez moi, d'autres, ont préféré aller dans un bureau ou dans une salle de classe, enfin voilà. Mais, en gros, ils se sont très bien adaptés et maintenant on va continuer, c'est-à-dire qu'ils vont être en présentiel au théâtre, ils vont être filmés sur place et à ce moment-là l'abonné qui prendra soit un cycle, soit, 4 cycles ou 10, pourront, regarder, ce sera, le podcast sera lié à l'abonnement. Donc il pourra aller en vacances. Alors, au niveau, pour à nouveau essayer d'évoquer le fil du temps depuis 10 ans, au niveau du choix des sujets cette fois-ci, est-ce que vous avez observé, au fur et à mesure où les philosophes vous proposaient des thématiques, que ces thématiques suivaient un peu l'air du temps ou au contraire, est-ce qu'elles allaient rechercher dans des pensées plus anciennes que l'on explorait, une manière de mieux comprendre le monde à l'aide de la philosophie? Alors c'est de nouveau les 2. Ceci dit, au tout début, la plupart des philosophes se repliaient un peu sur leurs cours ou sur leurs connaissances et sur leurs études et sur leurs travaux. Donc c'est ce qu'on se disait au début, on s'est dit: «On va leur demander ce dont ils veulent parler parce que c'est pas à nous à». Et donc ça a toujours été très respecté pendant les 5, 6 premières années. Alors ça a commencé à changer, petit à petit. C'est-à-dire quand on a demandé à même philosophe de revenir, ils avaient en stock, moins de sujets déjà préparés, donc ils se sont mis à travailler des sujets, d'actualité, mais à la lumière et à l'aune évidemment des écrits et des pensées, anciennes. Donc c'est ça tout le c'est ça tout l'histoire des matins philo, c'est de ça qu'il s'agit. Mmh C'est de mh. parler, des de l'actualité tout en se basant effectivement sur la pensée. Par exemple, Jean-Michel Jonio qui va revenir, cette fois-ci, Lonio, lui, il va parler de l'égalité Ouais. et il va essayer de trouver et chercher les philosophes de l'égalité et de l'inégalité, évidemment. Et donc, ils travaillent tous à peu près comme ça, sauf par exemple, oui, Pascal Chabot, lui, il va aborder l'Europe de manière assez iconoclaste et assez intéressante. Il a toujours abordé des choses assez rudes, assez costaudes, et il va chercher deux ou trois philosophes qu'il aime bien et qu'il connaît bien pour appuyer ses propos là-dessus. Est-ce Alors que on a une oui? Pardon. Est-ce que d'une certaine manière, l'année que nous avons vécue, le confinement, la pandémie et tout ce que ça peut susciter comme réflexion sur notre manière de vivre et notre manière d'être humain en société, est-ce que ça a eu un impact sur le choix des sujets de l'après-confinement, de l'après-pandémie? Cette fois-ci, oui. D'abord, on a trouvé une jeune femme, philosophe, Charlotte Lux, qui, elle, va nous parler d'écophilosophie. Bon, je pense pas qu'il y a 10 ans, on aurait parlé de ça, Ouais. très clairement. Et elle n'aurait pas fait sa thèse non plus là-dessus. Le transhumanisme, les fake news, tous ces sujets-là, Michel Dupuy, va aborder la pandémie et son éthique et va réfléchir à tout ce qui s'est passé et de la façon dont ça a été traité, mais en même temps la façon dont lui voit les choses en tant qu'expert, je dirais, du care. Michel Dupuy, c'est vraiment l'homme, le philosophe du soin. Donc il est quand même expert dans beaucoup d'organismes et il a une très profonde réflexion sur la manière dont les choses ont été traitées. Alors il est moins politique que Guy Archer qui va lui aborder la partie de la démocratie ou en tout cas de la manière dont les outils démocratiques ont fonctionné. Donc oui, cette année-ci, je pense que il y a que Franck Pirobon qui va faire de l'hédonisme à sa manière. Mais Voilà. on peut en faire toujours, donc tout va bien.
Oui, oui, Franck Pirobon qui fait partie d'ailleurs de votre équipe de choc, je crois, hein, enfin de Les votre équipe administrateurs. Oui, d'organisation. oui, il est très précieux parce qu'il m'aide à faire quelque chose dont je ne suis pas capable. C'est avec moi, il choisit les orateurs et les sujets, on cherche ensemble et en général, on s'harmonise très très bien dans le choix. On en a refusé ou en tout cas, voilà, très peu, mais certains, oui, on était tout à fait d'accord. Donc, Ils voilà. sont cooptés au sein de votre Oui, petit oui, ils groupe sont cooptés d'organisation, voilà. à nous par nous 2 et ils doivent avant tout être des gens agréables à écouter. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a Parce que évidemment, oui, il y a oui, évidemment cette nécessité-là quand on est sur une scène de théâtre aussi évidemment. de passer la rampe. Oui, mais il faut enchanter son public parce que sinon il s'enfuit le public. Il n'a pas vocation de s'ennuyer, tous les mardis matins quand même. Même si, ça pourrait être un sujet ardu par moment et ça l'est par certains orateurs plus que par d'autres. Il y en a qui sont «meilleurs vulgarisateurs» entre guillemets, tout en restant très sérieux, que d'autres, c'est-à-dire qu'ils aiment leur public. Ils sont généreux de ce qu'ils savent et de ce qu'ils veulent, partager avec, les gens et ça, Alors c'est pas tout le monde. Alors, dernière question, sauf s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez attirer l'attention de ceux qui nous écoutent, sachant que sur le site, tout le programme se trouvera. Votre site est magnifiquement réalisé et donne vraiment envie d'aller, ne serait-ce qu'avec les petites capsules vidéo où chacun des orateurs de la saison à venir se défend un peu Dans son son projet. Voilà, fait un donc pitch de son oui. voilà, c'est vraiment tout à fait intéressant à les voir. Ma dernière question porte sur, disons, la pérennité de ces matins philo. Est-ce qu'il est envisagé de faire des publications sous forme de livres ou de faire des audios, des disques audio qu'on peut écouter dans la voiture pendant les embouteillages ou est-ce que vous avez pensé à une forme d'édition des matins philo? Alors, oui, pour ces 10 ans, on s'est dit que ce serait sympathique, de faire des petits ouvrages, des petits, hein. On va commencer avec une édition, de Jean Leclerc, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je sais plus. Une édition qui est éditée à Louvain-la-Neuve. Et on va faire 4 ouvrages, je pense, j'espère, petits, sur un sujet qui a été le sujet, de de prédilection de l'auteur, mais en petit format. Ça, on va commencer tout doucement, voir ce que ça donne. Mais on aurait pu faire en fait des opuscules de tous les cycles parce qu'il y avait matière à. Alors, c'est un autre métier, c'est un autre boulot. Alors à Paris, la dame qui a maintenant repris, les mardis philo, elle fait un jeudi de la littérature et un mercredi de géopolitique. Oui, mais on est à Paris et à Saint-Germain-des-Prés, il y a beaucoup de maisons d'édition. Mmh. Et on a derrière soi des librairies, on a derrière soi, des cinémas, enfin voilà. Il y a une activité, culturelle plus intense, et condensée peut-être au même endroit, mais malgré tout, ça aide, à aller d'un endroit à l'autre facilement et de pouvoir suivre des conférences. Alors la géopolitique, la France, elle a une armée, elle sait de quoi elle parle. Nous, je sais pas très bien ce qu'on fait d'autre que de chercher un militaire dans les buissons, mais pour le reste, on Oui, bon, là, c'est une belle matière de il y a un philosophie à bel la télé. exercice géopolitique, Oui, oui, voilà. mais bon, ça n'a pas été très fructueux. Mais bon, voilà, donc nous, on est un peu limité par ce que nous sommes nous Ouais. et je pense que j'ai toujours un petit peu fait attention à ne pas trop déborder, des envies, on en a plein, c'est clair, mais j'ai très peur de me faire déborder par des envies, qui seraient trop importantes pour nous et qui finiraient par, on n'a pas de subsides ou très peu, donc on n'a pas beaucoup d'aide ni de soutien. Et d'ailleurs, c'était une grande recommandation, de, oh, comment il s'appelle de Decker? Jacques. Jacques de Decker. Jacques de Decker, au tout début, il m'a dit: «Amélie, ne dépendez pas des subsides». Voilà.
C'est vrai que ça Donc, vous donne une forme d'indépendance et évidemment, un et contrat puis avec le public aussi qui voilà. doit s'abonner et qui Il y a moins, mais je veux dire, ce n'est pas, on fait en sorte que donc oui, si on va tenter cette fois-ci un petit on va essayer d'éditer 4 petits opus. Si ça marche, si ça a l'air d'avoir une, résonance quelconque, on en continuera et quant aux audiolivres, j'avais beaucoup espéré faire ça un jour, mais j'ai été voir, les gens des librairies pour savoir si ça se vendait. Ils me disaient que non, pas beaucoup. Maintenant, je pense qu'ils changeraient peut-être d'avis cette année-ci. Ceci dit, les podcasts sont un peu des audiolivres, donc à mon avis, on peut aussi les gens ont des liens, donc très on bien. peut voilà. Très bien. Amélie d'Outremont, je vous propose qu'on mette un terme à ce premier entretien ici. J'ai dit premier entretien parce que j'espère vous retrouver à l'occasion de l'un ou l'autre des séances de ces matins philo pour les évoquer avec votre regard à vous, dont on entend bien l'enthousiasme et dont on entend bien toute l'énergie qui porte ce projet et qui a eu 10 ans. Donc bon anniversaire Amélie d'Outremont et bonne prochaine Oui, décennie. j'espère qu'on pourra continuer encore un peu. Mais Je oui, pense que les gens en demandent. Maintenant, ça peut trouver notre formule, mais bon, tout à fait, tout à fait. Très comme ça bien. Merci beaucoup, Amélie d'Outremont. Merci beaucoup.